à tous et bienvenue dans ce podcast de Thésaurus. Je suis Jennifer Ray, chargée d'études patrimoniales au pôle juridique et fiscal chez Thésaurus. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Léa Savel. Bonjour Léa. Bonjour Jennifer. Tu es diplômée notaire et ingénieure patrimoniale pour notre groupe. Exactement. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Thésaurus est un cabinet de conseil en gestion privée. Nous accompagnons nos clients, particuliers ou chefs d'entreprise, dans le développement et l'organisation de leur patrimoine, au travers de préconisations personnalisées suite à une analyse patrimoniale. Nous leur offrons un suivi sur la durée, notamment dans leurs divers placements qui sont immobiliers ou financiers dans lesquels ils ont investi. Aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur l'abus de droit fiscal. Alors Léa, peux-tu dire en quelques mots ce qu'est l'abus de droit fiscal ? Bien sûr. L'abus de droit fiscal a une double définition. C'est un acte qui a un caractère fictif ou bien qui n'a pu être inspiré que par l'objectif d'atténuer ou d'éluder les charges fiscales que devait supporter l'intéressé. Donc, il existe deux formes d'abus de droit ? Tout à fait. Les premiers sont les actes qui ont un caractère fictif. C'est ce qu'on appelle l'abus de droit par simulation. Par exemple, la mise en œuvre d'un bail fictif pour pouvoir déduire des dépenses de travaux. Et les seconds sont les actes qui ont pour seul motif d'atténuer ou d'éluder l'impôt. C'est l'abus de droit par fraude à la loi. Ici, cela peut concerner par exemple la souscription d'un contrat d'assurance vie par une personne malade juste avant son décès. Et est-ce que tous les impôts sont concernés ? Oui, tous les impôts sont concernés, que cela porte sur leur assiette, leur liquidation, mais également leur paiement. Il me semble qu'il y a eu une actualité récente sur l'abus de droit fiscal, n'est-ce pas ? Exactement. C'est la nouvelle arme de l'administration fiscale, plus communément surnommée le mini-abus de droit. En fait, l'administration a étendu le champ d'application de l'abus de droit en précisant que les opérations qui ont un but principalement fiscal et non plus exclusivement fiscal peuvent rentrer désormais dans le cadre de l'abus de droit. Typiquement, lorsque l'on passe d'une location nue à une location meublée, l'administration fiscale va vérifier, au travers de différents éléments, que l'opération soit bien réelle. Ce qui ne sera pas le cas, par exemple, si les meubles ont été achetés par le locataire et non par le propriétaire, s'il n'y a pas eu d'augmentation de loyer, ou encore s'il n'y a pas eu de rédaction de nouveaux bails, mais simplement l'adjonction d'un avenant au précédent bail. Si j'ai bien compris, il est donc nécessaire d'avoir une réalité juridique et économique derrière les opérations. D'ailleurs, peux-tu nous donner un exemple concret ? Bien sûr, on peut parler notamment de la donation-précession de part d'une entreprise. Cette opération répond à deux objectifs, la transmission et l'optimisation de la plus-value. La situation est la suivante. Je souhaite vendre mon entreprise. Je compte donner une partie des parts en pleine propriété ou en nue propriété à mon enfant et nous céderons ensemble ces parts à l'acquéreur. L'impact, au-delà dans la transmission, est de purger la plus-value des parts vendues par mon enfant. Comme elles sont données concomitamment à la cession, leur valeur est donc la même. Il n'y a donc pas de plus-value ni d'imposition liée. Donc pour éviter la qualification d'abus de droit, il faut d'une part respecter la chronologie des opérations, c'est-à-dire que la donation doit avoir lieu avant la cession, et d'autre part faire preuve d'une réelle intention libérale, c'est-à-dire une réelle volonté de donner à son enfant. Concrètement, le donateur ne doit pas se réapproprier tout le prix de la cession une fois la cession réalisée. Très bien. En résumé, pour nos auditeurs, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il est primordial de respecter l'esprit de la loi et de démontrer que l'opération n'a pas que pour principal objectif d'atténuer sa charge fiscale. Exactement. De plus, il me semble que des sanctions sont également encourues en plus de cette qualification. En effet, le contribuable encourt notamment une majoration de l'impôt qui peut atteindre un taux de 80% ainsi que des intérêts de retard. Ah oui, donc il est plus judicieux de se faire accompagner dans ce type d'opération afin d'éviter un redressement par l'administration fiscale. Tout à fait. D'ailleurs, chez Thésaurus, nous sommes là pour conseiller et guider nos clients dans ces opérations et même au-delà. Par exemple, dans le cas de la donation-précession, il peut être opportun de réinvestir le prix de la cession, notamment dans le cadre d'un report du démembrement. Et là, l'impact est multiple. D'une part, l'usufruitier, donc le parent qui cède son entreprise,
pourra se créer du revenu complémentaire tout en favorisant la transmission. Et d'autre part, le nu propriétaire, donc l'enfant, bénéficiera d'un investissement à une valeur moindre que s'il l'avait réalisé en pleine propriété. Enfin, et je terminerai par là, les investissements que nous proposons sont divers et variés, pouvant être de nature immobilière, mais également financière. Et en tant que cabinet indépendant, nous sélectionnons des produits selon des critères précis afin de répondre au mieux aux besoins et aux projets de nos clients. Je te remercie Léa pour cette intervention. Merci également à nos auditeurs. Bien sûr, pour toute question complémentaire, notre équipe de conseil reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast avec Thésaurus, cabinet de gestion privée.